Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aime revenir sur une découverte très récente que j'ai beaucoup appréciée, alors pas au point de dithyrambe que j'ai pu lire ça et là au sortir des festivals, puisqu'après le film a fait quand même pas mal le tour des festivals, il a été beaucoup apprécié. Moi j'ai pas été jusque là parce que je trouve qu'il a des problèmes le film, il y a pas mal de choses que je vais évoquer, notamment sur sa structure, sur sa rythmique, sur son écriture, qui moi me pose problème un petit peu, mais ceci étant dit, je voulais quand même revenir dessus, passer un petit peu de temps dessus, parce que le film a fonctionné sur moi sur pas mal de points, alors à plus forte raison parce que pour moi il me semble, même si le réalisateur n'en fait pas mention du tout, mais il me semble qu'officieusement en tout cas, on est presque sur une adaptation d'un comics que j'affectionne particulièrement, qui est l'œuvre de Garth Ennis et qui s'appelle Crossed, qui a un récit d'infecté très singulier, dans la mesure où il pousse les potards à fond, et c'est justement en poussant les potards à fond qu'il devient extrêmement subversif, qu'il subvertit le récit d'infecté, et qu'il devient subversif tout en posant des questionnements justement sociaux et politiques qui me semblent particulièrement important, et c'est justement dans cette manière de pousser à fond, d'aller le plus loin possible, notamment graphiquement, de faire quelque chose que les archétypes des films de zombies ou d'infectés ne faisaient pas jusqu'alors, et je vais revenir un petit peu sur ces détails-là, que l'œuvre de Garth Ennis, en fait, finalement, ressortait du lot. Alors Garth Ennis, moi je l'ai découvert par le prisme du Punisher, et moi j'aime beaucoup, il y a quelque chose d'un humour très à froid, c'est souvent extrêmement violent, extrêmement gore. On flirte parfois justement avec le mauvais goût, c'est même pas qu'on flirte, on rentre pleinement dans le mauvais goût et c'est hyper satisfaisant et jubilatoire. Et là un petit peu dans cette œuvre-là qu'on va traiter aujourd'hui, et je vais peut-être la citer, il serait peut-être temps de la citer maintenant, qu'on arrive dans une certaine mesure à toucher du doigt un petit peu cet excès qui, encore une fois, flirte, même plonge peut-être la première dans le grotesque, en fait des caisses, quitte à mettre à la fois mal à l'aise, mais en même temps d'amuser énormément, parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses représentées à l'écran, et je trouve que finalement, voilà, ça en fait justement de l'œuvre dont je vais vous parler, qui est, je vais la citer maintenant, hein, The Sadness de Rob Jabaz, me paraît être une œuvre tout à fait intéressante. Alors, Rob Jabaz, c'est un réalisateur canadien, c'est son premier long métrage, il a réalisé 3 ou 4 courts avant, et pour le coup, il a été tourné celui-ci à Taïwan, pour pouvoir justement proposer quelque chose qui me semble intéressant aussi, qui fait écho, alors je parlais de Cross, de Garth Ennis, mais qui pour moi fait écho beaucoup à la catégorie 3 en fait, je trouve, sur pas mal de points, mais je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, et qui finalement a un fond, si je puis dire, sociopolitique, qui est finalement assez similaire à ce qu'on trouvait dans la catégorie 3. Alors pour le coup, on part sur un récit d'infecté très classique, tel qu'on pourrait le voir dans The Crazies par exemple de Romero, je pense à 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, respectivement de Danny Boyle et de Juan Carlos Fresnadillo. Moi je trouve qu'il y a quelque chose aussi, une autre origine qu'on peut trouver là chez effectivement Cronenberg avec Frisson en particulier, parce que là pour le coup comme la thématique sexuelle est assez importante, Frisson évidemment fait directement écho. Je pense aussi pour le coup à Rage également de Cronenberg qui était aussi puissamment sexuel, et là on a aussi ça toujours posé, hein. Sauf que l'idée en fait on est très proche pour le coup, je parlais de Cross de Garth Ennis sur ce point là, puisque on est accoutumé finalement à cette idée que les infectés mordent sont des individus qui sont malades et qui sont donc enragés. On n'est pas sur le mort-vivant avec l'infecté, on est sur un individu qui est vivant mais qui justement est infecté par une forme de rage extrêmement agressive et qui va pousser l'infecté à déchaîner sa violence, son ultra-violence, qui va le mener à l'anthropophagie pour le coup. Là, pour le coup, on va ajouter ce petit truc supplémentaire, alors qu'on trouvait chez Cronenberg, hein, dans Frisson, et dans Rage d'ailleurs aussi, et qu'on trouve aussi ici chez Garth Ennis dans Crossed, qui est cette idée que l'infecté demeure finalement avec toutes ses capacités intellectuelles, et que finalement, ce qui bloque, c'est finalement, si on prend ça de manière freudienne, c'est qu'on a une destruction du surmoi qui va amener finalement une prise directe entre l'inconscient et le conscient, et que donc toutes les pulsions passent continuellement, et que vous avez, alors je le fais un petit peu de manière freudienne, hein, mais c'est pour simplement vous dire que il y a plus de filtre en fait, et c'est juste les pulsions qui adviennent directement telles quelles. Et pour le coup, c'est des pulsions certes violentes, j'entends au sens où les infectés vont mordre, manger, etc. Les victimes, leurs proies, mais ils vont se laisser aller à tout le reste, c'est-à-dire leurs pulsions sexuelles les plus déviantes, à la mutilation, à la torture, et si possible, tout mélanger. Et on suit un couple, ils vont travailler le matin, ils se séparent, donc on se réveille avec eux dans une certaine mesure, on part avec eux au boulot, l'homme laisse sa copine pour le coup au boulot, il rentre chez lui vaquer à ses occupations, elle taffe, et ils vont être justement séparés par cette pandémie, et ils vont finir, l'idée c'est qu'ils vont, tout le récit, leur arc, leur enjeu principal, c'est de se retrouver au sein de ce chaos. Tout ça sur fond
quasi de Covid évidemment, puisque dans un premier temps on nous pose l'idée qu'évidemment il y a une sorte de virus qui traîne, mais qui est finalement un virus assez anodin dans une certaine mesure, puisqu'ils le disent au début, hein, c'est une sorte de grippe un peu étrange, et qui va avoir, maintenant je pense que vous êtes coutumier de ce vocabulaire-là, un variant qui va justement précipiter l'humanité dans le chaos absolu, puisque tout le monde va se laisser encore aller à son ultra-violence, à ses pulsions les plus noires, les plus sombres, les plus cruelles. Donc je parlais de Cross tout à l'heure de Garth Ennis, et on est parfaitement dans le même truc, c'est-à-dire que les infectés conservent leur intelligence, si je puis dire, et ils vont pleinement la mettre en pratique pour pouvoir se laisser aller ou mettre en pratique, encore une fois, leurs pulsions les plus sombres et les plus violentes. Donc on a vraiment ce contexte-là qui fait qu'il y a... Et je trouve que le début du film, pour le coup, est très très bien branlé pour ça, parce que pour le coup, on est vraiment dans l'urgence. La mise en scène n'est pas exceptionnelle. Je trouve que c'est assez fragile, mais c'est justement ça fonctionne assez bien pour ça, parce que ça crée une immersion assez directe, on met directement de manière assez brute dans l'action, et ça fonctionne très bien là-dessus. Mais on prend le temps quand même de poser ce contexte-là, qui est finalement un contexte qu'on connaît. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez malin de partir d'une sorte de petite pandémie, même si on nous pose l'idée que c'est quand même plus anodin, ça semble en tout cas plus anodin que le Covid, mais on a quand même cette idée-là, on baigne dans ce climat avec les masques, etc., avec quand même cette idée quand même dans une certaine mesure de poser des individus qui sont contraints à rester chez eux pour éviter de tomber malade le plus possible. Donc tout ça on connaît en fait, et c'est bien parce que ce contexte-là permet de poser fondamentalement de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire de nous mettre dans un quotidien qui est finalement assez confondant de banalité, et qui est devenu banal malheureusement, eu égard au fait de ce que nous vivons depuis 2 ans et demi, et on part de ce postulat-là, et ça fonctionne très bien pour susciter de l'inquiétante étrangeté, pour créer de l'angoisse. Et dès lors que on pose cette idée d'un variant qui va amener le virus à muter et à rendre l'être humain ultra agressif, alors l'idée c'est que ce truc-là en fait finalement, et c'est ça qui fonctionne assez bien, c'est de nous montrer finalement les conséquences de l'état pandémique sur une population, et les conséquences sociales de destruction du tissu social, de retour dans une certaine mesure à l'état de nature, que peut susciter finalement des conditions extraordinaires, exceptionnelles, eu égard à une situation pandémique. Et fondamentalement ce qu'on a pu vivre pendant le Covid. Alors évidemment là tout ça est exagéré à fond et poussé vraiment au maximum, quitte encore une fois à aller vraiment dans le grotesque, mais finalement les références que prend Rob Jabaz sur sa saison, et qui parle d'Evil Dead, il parle de Peter Jackson et donc de Brain Dead, donc il y va à fond. Dès lors que les infectés se mettent, si je puis dire, à l'œuvre, c'est ultra gorace. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi gorace, et c'est assez plaisant à regarder, hein. C'est hyper violent. Alors ce que je trouve intéressant justement, c'est il parvient justement à susciter l'angoisse, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans simplement de la galéjade gore, il arrive quand même à poser des situations qui encore une fois font écho à ce qu'on vit au quotidien, à ce qu'on a pu vivre au quotidien, et qui rendent les situations fondamentalement effrayantes. Je pense à une séquence finalement qui arrive assez vite dans le récit, où la jeune femme tente de rentrer chez elle dans une rame de métro. Elle se fait elle est en train de lire, elle se fait très très lourdement draguer par un vieux à côté. Donc finalement on est dans une situation malheureusement très quotidienne. Il y a un type un peu étrange dans ce cadre-là, donc il y a toute une tension, vraiment il y a plein de pôles d'attraction qui créent de la tension. Ce vieux qui est extrêmement insistant, qui est très très gênant, et qui pose vraiment, où cette jeune femme on est vraiment plongé dans son point de vue, ce malaise qui se pose, cette tension qui s'exerce sur elle. Et puis à côté de ça, on voit que dans la rame de métro, il y a quelqu'un qui commence à s'avancer en titubant, en ayant finalement un comportement étrange. On est très proche de La Nuit des Morts Vivants de Romero, avec ce premier zombie qu'on découvre en fond de plan, fond de cadre, et qui progressivement se rapproche, et on voit que sa démarche n'est pas totalement normale. Là on a un peu le même système, et là en plus, d'autant plus qu'il nous a préparé, puisqu'on a suivi un petit peu l'arc, on va dire, de son copain, qui déjà en fait a rencontré des infectés. Elle n'en a pas encore rencontré, donc on sait ce qui va potentiellement arriver, donc ça crée une tension, ça crée une attente. Et donc on a ce personnage qui titube, et dont on ne sait pas véritablement est-ce qu'il est infecté ou pas. Il porte des lunettes parce que les infectés ont des yeux rouges, on ne sait pas vraiment, et la tension est vraiment palpable. Et il y a cette manière-là à chaque fois, ces séquences-là qui sont intéressantes, parce qu'on crée vraiment quelque chose, on prend du temps pour créer de l'ambiance, pour monter la sauce, et ensuite il y a une sorte d'explosion gore derrière qui n'est finalement que le climax de chaque séquence. Alors c'est justement un petit peu le souci que j'ai avec le film à certains moments, c'est que on a l'impression d'une succession de scènes gore, de vignettes gore, qui sont en état vachement intéressantes, assez jubilatoires, assez jouissives, assez uniques, mais qui en même temps justement sont des vignettes. Et ça, il y a un problème, il me semble, de continuité, de fluidité du récit parfois, et qui fait que parfois on a du mal finalement
pleinement vivre le récit et les aventures des deux personnages principaux, parce qu'on a vraiment encore une fois cette alternance de choses qui sont pas forcément liées de manière efficace, de manière effective, et c'est un petit peu problématique. À côté de ça, ces vignettes gore, elles sont chouettes parce qu'encore une fois, elles n'ont aucune limite, ou en tout cas le réel se pose très peu de limites, se fait vraiment plaisir et lâche tout. Alors on disait tout à l'heure, je parlais de Cross de Gartenis, là pour le coup, la sexualité aussi est particulièrement poussée. On enquille effectivement des scènes extrêmement gore, des scènes de torture, des scènes de mutilation, et qui sont mixées tout ça avec mine de rien une approche relativement graphique, même si je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive quand même à jouer quand même une sorte de dialectique, monstration-suggestion, pour pas trop tomber dans le ridicule, pour essayer de garder cet équilibre du grotesque. Et justement, vous voyez, il y a pas mal de plans qui sont sexuellement aussi très explicites. Et c'est pour ça que le film me fait énormément penser graphiquement et dans son traitement de la violence et de la sexualité au film de la catégorie 3 à Hong Kong, qui est créé dans les années en 88 si je me trompe pas, et qui correspondrait grossièrement à une interdiction aux mineurs. En gros, c'est l'endroit où on foutait un petit peu tous les films qu'on considérait comme ultra violents et offensants à Hong Kong. Alors c'était pas forcément que des films hongkongais, mais en tout cas il y avait une bonne, on va dire un bon vivier de films hongkongais. Et ces films-là, ce qui était intéressant, c'est que justement, ils étaient un petit peu l'incarnation, le sort d'excroissance purulente, dégueulasse et assez abjecte de toutes les angoisses de la rétrocession d'Hong Kong à la Chine. Et c'est ça qui était vachement intéressant, c'est-à-dire que c'était une sorte de lieu sans limite, sans censure, on se lâchait et on balançait absolument tout. Et on a un petit peu ce truc-là ici, alors d'autant plus que c'est intéressant puisque vous avez une séquence qui est assez chouette où on vous montre justement aussi cette crainte des Taïwanais vis-à-vis de la Chine, et qui est clairement, en fait, il y a vraiment une séquence qui est purement cathartique, qui est certainement, je pense, la séquence la plus drôle et la mieux sentie en fait du film, j'entends socialement et politiquement, je vous laisse la découvrir, mais qui est justement un petit peu cette même relation, si je puis dire, avec le pays duquel émane dans une certaine mesure le film, et ce à quoi il s'oppose. Enfin c'est assez chouette pour ça. Il y a fondamentalement un vrai parti pris politique, même si il me semble que le réel justement dit que pour lui il n'y a pas fondamentalement de prise à partie directe, ou en tout cas consciente, mais qu'en tout cas certainement de manière inconsciente c'est présent de toute façon. Et puis de toute manière le film, dans sa manière de traiter justement l'abject, l'émergence extrêmement violente de l'abject, pose fondamentalement la question du tissu social et de la manière dont le tissu social est structuré, et surtout de la manière dont il est facilement déstructurable, déchirable. Ça montre fondamentalement la fragilité du contrat social et la facilité de sombrer dans l'état de nature. Alors ça, bien sûr, c'est toute la première partie du film qui fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, comme je le disais, il y a cette sensation, ce sentiment ultra immersif d'urgence qui fonctionne à fond. On suit le protagoniste dans les rues qui essaie de rejoindre sa compagne, et pour le coup ça et là on voit moult sévices, cadavres. Alors c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas tout le temps de la monstration. Vous avez notamment ce plan sur un landau dans la rue qui est en train de traîner, où vous avez comme si le bébé qui était à l'intérieur avait explosé en fait, où il y a des bouts de chair absolument partout. Donc vous avez pas mal de choses qui sont graphiques dans une certaine mesure effectivement, mais qui vous amène à imaginer aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout n'est pas montré, et je trouve que c'est suffisamment bien foutu à ce niveau-là pour que ce soit fort aussi quand on ne montre pas, et peut-être même plus fort, c'est-à-dire que le grotesque et cet humour noir, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement aussi de la comédie noire, de la satire sociale, qui fait que ça, quand on est dans l'excès, quand on a la monstration la plus crue, c'est plutôt amusant. Par contre, quand il est sur la suggestion, quand il évoque des éléments, rien que par des petites pastilles sur les décors, des petits détails qui sont vraiment crado, là ça devient de suite beaucoup plus dérangeant. Et il en est de même justement pour la violence sexuelle, qui est finalement globalement assez peu montrée. Elle est souvent quand même relativement hors champ. Relativement, je dis relatif parce que ça reste quand même à réserver un public très averti, mais n'empêche que c'est parce qu'il ne la montre pas de manière trop frontale, encore une fois, relativement à la violence autre que la violence sexuelle, qui fait que finalement, quand elle est là, quand elle entre dans le cadre véritablement, elle est vraiment très malaisante et assez dure à regarder ou fondamentalement à imaginer. Donc c'est ça qui fonctionne très bien, c'est qu'il a quand même réussi. C'est assez proche, encore une fois, de Gartenis. Gartenis, dans Crost, ne montrait pas, à proprement parler, la violence sexuelle, où il la montrait de temps en temps, mais finalement de manière avec parcimonie. Elle était bien plus évoquée au travers de dialogues. Et là, pour le coup, on n'a pas les dialogues, mais c'est évoqué plutôt, encore une fois, par des détails de l'image, par des choses qu'on ne fait pas forcément attention d'ailleurs au premier regard, mais dès lors qu'on les découvre, en fait, en disent extrêmement long sur la situation chaotique que les personnages sont en train de vivre. Ça, c'est pour la première partie, le problème étant la seconde, évidemment, qui est beaucoup plus problématique,
puisque pour le coup, et c'est ça peut-être qui risque un petit peu de vous rebuter au bout d'un moment, c'est que la deuxième partie, c'est quand même 2 personnages dans une pièce dont l'une parle peu, et l'autre parle beaucoup. On est presque sur des monologues qui sont un petit peu surexplicatifs, et ça c'est beaucoup plus problématique. On sent dans une certaine mesure, alors c'est comme ça que je l'ai ressenti, que le réalisateur veut justifier l'ultra-violence de la toute première partie, les excès, gore, sexuels de violence sexuelle qu'il a voulu montrer. Il a voulu justifier ça par un fond, alors en essayant de justifier intradiégétiquement la chose, c'est-à-dire en posant le pourquoi des infectés, leur fonctionnement. Donc là, à la limite, ça se justifie un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans le côté intradigétique, mais de manière extradigétique sur le discours métafilmique, sur les questionnements sociaux et politiques que veut poser le film, qu'est-ce que métaphoriquement et symboliquement ça ramène, le film se veut extrêmement surexplicatif. Alors que finalement c'est assez compréhensible, le film est pas particulièrement subtil dans ce qu'il propose, il est même d'ailleurs il est bourrin, fondamentalement il est bourrin, et justement ça ne méritait pas de passer autant de temps à surexpliquer la chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, on part sur l'explication intradiégétique, et très vite, le personnage qui fait des monologues, qui produit des monologues, va basculer dans une sorte d'explication de ce qui est intradiégétique par l'extradiégétique. Comme si finalement, le réalisateur n'était pas forcément très à l'aise, n'assumait pas totalement sa violence, ou en tout cas il l'assume dans la mesure où derrière il essaie d'en trouver une raison. C'est dommage parce que la raison, en fait, elle est trouvée, il n'y a pas besoin de poser, je trouve que la violence gratuite est un discours. C'est important de poser ce truc-là, parce qu'il y a pas mal de gens qui réfutent la violence gratuite. Moi, je pense que la violence gratuite est une note d'intention. Alors au-delà du côté jubilatoire, cathartique, tout ce qu'on veut, la violence gratuite a un sens. La gratuité est une prise de position, une note d'intention, un point de vue. Et je trouve que cela suffisait amplement. Et on comprenait très bien justement la question du délitement du tissu social, de la destruction de l'état de droit, on la comprenait extrêmement bien, des comportements des individus lorsqu'ils sont dans une sorte de danger, et je ramène à la question du Covid, encore une fois, de tout ce que ça a pu produire, tout ce que ça a pu faire ressortir d'extrêmement néfaste, d'extrêmement pervers. Je trouve justement qu'il n'y a pas forcément besoin de surexpliquer la chose. Et c'est ce qui fait que la deuxième partie, pour moi, elle est vachement plus faible parce qu'elle est trop surexplicative. Il n'en demeure pas moins que le final fonctionne assez bien, que finalement l'arc qui est posé à la base du film finalement trouve une réponse intéressante et que je trouve finalement assez belle parce que le film est aussi une histoire d'amour et ça je trouve que c'est assez chouette aussi. C'est quand même une histoire d'amour traitée de manière totalement déviante, complètement malsaine, morbide, ultra violente, mais ça reste quand même une histoire d'amour et finalement le film finalement parachève son histoire d'amour et ça c'est assez chouette quand même. Mais je trouve voilà justement que ce qui est globalement problématique dans le film, ce qui fait que j'ai pas pu totalement adhérer, qui fait que malgré tout, malgré toutes les images si vous voulez qui m'ont imprimé la rétine, parce qu'encore une fois je trouve que comme dans Crost, il arrive quand même à toucher quelque chose par le prisme de l'abject qui est très très profond, il arrive à parler à ce que c'est que finalement ce que c'est que l'humanité, il arrive à toucher un petit peu la question de l'universalité dans le cadre de sa satire sociale et politique et de sa satire gore sociale et politique. Mais pour le coup, ce qui me pose un tout petit chouïa problème, justement, c'est l'exécution de tout ça, finalement. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure de cette idée de vignette, où vraiment il y a ce côté enchaînement de vignettes qui manque de fluidité, on est vraiment dans une sorte de construction très séparée, et qui manque de fluidité, de continuité, et ça c'est un peu problématique, parce que, pour le coup, c'est ce qui fait sortir, à chaque fois qu'on sort d'une vignette, on sort du truc, parce qu'on n'est pas totalement immergé à l'échelle du récit, mais à l'échelle des séquences, donc c'est un petit peu dommage. Et puis il y a ce problème de rythme et d'écriture qui fait que cette deuxième partie, finalement, c'est un film qui aurait peut-être pu fonctionner sur 1h20, 1h10, mais qui, à mon avis, au bout d'un moment, ne sait plus vraiment quoi raconter. Il a quand même fait beaucoup le tour en termes de gore, c'est quand même fait bien plaisir, il a été suffisamment loin, il a poussé les potards suffisamment loin, et derrière il s'est pas transformé l'essai. Je dis pas que des auteurs n'arriveraient pas à transformer l'essai derrière le gore et en faire quelque chose, mais là pour le coup la seule manière qu'il a trouvé de faire quelque chose de toute sa première partie, c'est de la surexpliquer. Et je trouve ça un petit peu dommage justement de poser un discours, d'imposer un discours, là où le spectateur est suffisamment, il me semble, intelligent pour pouvoir voir la chose et comprendre ce que veut me dire l'auteur, finalement, encore une fois, parce que c'est assez bourrin et assez direct. Donc, de Sadness, j'ai pas envie d'y passer des heures, mais je voulais quand même vous intimer à le découvrir. Alors, bien sûr, pour un public très averti, malgré tout, parce que ça reste quand même excessivement violent. S'il y en a qui, pour le coup, ont lu Cross de Garcenis, on est quand même très proche. Donc ça fonctionne quand même très bien, et je pense que si vous avez vu les vignettes de Garcenis, je pense qu'il vous paraît, si je vous dis vraiment que c'est assez raccord avec ça de Sadness, je pense que vous comprendrez assez bien la chose. Bon, c'est très dur quand même malgré tout, mais en même temps c'est quelque chose d'assez jubilatoire, d'assez frais, et pour le coup je trouve qu'encore une fois le discours tient assez bien la route. Sur la question de la tristesse, hein, justement aussi, parce que c'est quand même le titre aussi du film, je trouve qu'il y a quelque chose qui finalement
à terme en fait émerge, et par le prisme aussi de l'histoire d'amour, quelque chose d'assez poétique, une poésie encore une fois morbide, macabre, mais qui ressort un petit peu de l'ensemble. Toujours est-il que voilà, le film a ses défauts, et un peu malade, vous savez combien j'aime les films malades, il y a plein de problèmes à pas mal d'endroits, mais je trouve que c'est finalement une expérience cinématographique assez unique, qui est pas toujours bien menée, même sur la forme, hein, je vous dis, la photo je la trouve plutôt correcte, mais je trouve que sur la forme c'est pas toujours très bien géré. Il est bien quand il est en urgence en fait, quand il est en urgence il sait faire le truc, son côté un peu bordélique, un peu branque, fait que ça fonctionne bien dans l'urgence. Par contre, quand il essaie de poser un peu les choses, et notamment encore une fois dans cette seconde partie, je trouve que pour le coup sa mise en scène, elle se pose et il sait pas vraiment quoi faire en fait de cette mise en scène posée. Il sait pas quoi faire d'une mise en scène qui serait plus posée et contemplative. Donc c'est un peu plus problématique dans cette dernière partie. Donc voilà, je pense que pour ses premiers 3/4 d'heure, le film vraiment a quelque chose qui fonctionne très bien et qui fait que je pense que vous allez vous en souvenir malgré tout. Ça va quand même faire quelque chose, vous marquer. Mais voilà, sachez que la seconde partie est un petit peu plus faiblarde et un peu plus malade, si je puis dire, un peu plus mal à l'aise avec son sujet. Et le côté surexplicatif, pour moi, vous le savez, hein, quand on surexplique quelque chose, quand on rationalise beaucoup trop, moi ça me pose problème. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour passer par le prisme, en tout cas de vos émotions, et de vous questionner à partir de ça. Et surtout de vous poser des questions, de ne pas imposer des réponses, ou de ne pas poser des réponses qui seraient définitives. C'est ça que je trouve intéressant. Donc voilà, The Sadness, c'est un film très curieux à découvrir. Je le répète encore une fois, mais encore une fois, c'est un disclaimer important, il me semble, pour un public très averti. Mais encore une fois, un film d'infecté particulièrement intéressant et assez fascinant sur pas mal de points. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos diverses réflexions, idées au sujet du film, ce sera avec grand plaisir que je vous le dirai. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, des bisous, salut!